Merci à tous de suivre cette visio. La thématique de cette visio, c'est de pouvoir vous présenter ce qu'est OpenStreetMap. Voilà, nous, au niveau du parc, en fait, on souhaite mener une dynamique autour de cet outil, de cette base de données, sur les 3 années qui arrivent. En fait, on a vu en ce projet d'OpenStreetMap tout un tas de possibilités pour le parc, mais également pour vous, les différents partenaires, pour le territoire, les communes, les communautés de communes, voilà, les différentes parties prenantes du parc. Donc voilà, on souhaite lancer une dynamique. Et la première étape de cette dynamique, c'est de pouvoir vous présenter via une réunion de sensibilisation ce que fait OpenStreetMap et OpenStreetMap, ce que ne fait pas OpenStreetMap. Donc du coup, on est accompagné aujourd'hui par Jean-Christophe qui va assurer cette présentation pour vous expliquer tous les tenants aboutissants autour d'OpenStreetMap. Donc je vais lui laisser la parole et voilà, n'hésitez pas au cours de la présentation de poser directement vos questions via l'outil conversation. La présentation. Voilà, Jean-Christophe. Merci Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Christophe Péquet et j'accompagne les territoires, administrations pour s'emparer d'OpenStreetMap et essayer de vous convaincre ce soir des opportunités offertes par cet outil, cet écosystème. Juste accepter les participants qui Je vous demande 2 minutes, je vais juste enlever la salle d'attente. On ne sera plus arrêté. Merci. Donc voilà, je vais vous présenter cet écosystème OpenStreetMap, comme l'a dit Thomas. Qu'est-ce qu'OpenStreetMap? Qu'est-ce qu'OpenStreetMap? Qu'est-ce qu'OpenStreetMap? Du coup, pour commencer, vous dire que OpenStreetMap est une base de données géographique qui a 3 caractéristiques uniques. La première caractéristique, c'est que OpenStreetMap est un projet mondial qui traverse les frontières. Donc pour un territoire frontalier comme le parc du Haut-Jura, ça me semble particulièrement pertinent de pouvoir s'appuyer sur cette base de données. Et la deuxième caractéristique d'OpenStreetMap, c'est que c'est une base de données collaborative. Donc je vais développer et détailler ça tout à l'heure, mais d'ores et déjà un petit peu à la manière de Wikipédia. OpenStreetMap est fait par des contributeurs partout sur la planète qui acceptent de partager leur savoir et leur temps sur la base de données. Et puis, par-dessus tout, OpenStreetMap est une base de données libre, disponible sous licence libre, c'est-à-dire que tout un chacun peut utiliser l'usage que ce soit, sans restriction aucune, pour imaginer des projets, construire des cartes et toutes sortes d'autres applications. J'essaierai de vous donner quelques illustrations ce soir. En fait, OpenStreetMap, pour résumer, c'est chacun dessine sa rue, les rues s'assemblent pour faire des quartiers pour faire des villes pour faire des pays, et à la fin, on a une carte du monde. Le principe d'OpenStreetMap, c'est vraiment que chacun va dessiner son bout de carte autour de chez lui, sur son territoire de résidence, de travail ou d'affection, et que c'est l'assemblage de ces contributions qui va permettre d'avoir une carte du monde. OpenStreetMap, c'est récent qu'on en parle beaucoup. Aujourd'hui, le parc du Haut-Jura démarre une démarche autour d'OpenStreetMap qui va durer 3 ans. On parle de plus en
OpenStreetMap dans les médias. Mais en fait, OpenStreetMap, ce n'est pas un projet récent. OpenStreetMap, c'est un projet qui a démarré en 2004 et qui donc a fêté cette année ses 18 ans. Et c'est donc un projet majeur, c'est un projet mature. Et je vais essayer de vous montrer ce soir à quel point, effectivement, aujourd'hui, OpenStreetMap est un projet mature. Pendant longtemps, OpenStreetMap, comme souvent les projets libres à leur démarrage, est resté un projet relativement confidentiel de passionnés. Aujourd'hui, on a toujours des passionnés, mais le cercle d'intérêt, champ de personnes qui s'intéressent à OpenStreetMap s'est grandement élargi. Et je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure pour illustrer à quel point ce cercle de... Aujourd'hui, OpenStreetMap, c'est des contributeurs partout sur la planète qui, chaque seconde, réalisent plus de 50 contributions à la base mondiale. Concrètement, ça veut dire que chaque seconde, partout dans le monde, il y a 50 contributeurs qui rajoutent une information, mettent à jour une information devenue obsolète, corrigent ou complètent une information erronée. Ça, en permanence, partout dans le monde, depuis 18 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a un tel volume de contributions? Eh ben, ça permet d'avoir tout un tas de données. Et donc, je vais passer en revue, là, les données qu'on trouve dans OpenStreetMap aujourd'hui, que j'ai classées en deux types. D'abord, ce que j'appelle les éléments structurants, qui va servir un petit peu de colonne vertébrale à nos cartes. Pour commencer, les contours administratifs. Donc, vous trouvez sur OpenStreetMap les frontières des différents échelons administratifs, que ce soit les frontières des pays, des régions, des communes, et en France, tous les échelons du millefeuille administratif, les communes, les régions. On va trouver leur contour dans OpenStreetMap et pouvoir s'en servir comme référentiel. Et puis, pour relier ces différents échelons administratifs, et des chemins qui parcourir le monde et permettre de connecter les villes. Et autour de ces routes et ces chemins, tout ce qui a trait à l'hydrographie, les lacs, les fleuves, les rivières, les canaux, ont également leur place dans OpenStreetMap. On ajoute à ça des informations sur l'occupation du sol, les contours d'une forêt, la précision de savoir si c'est une forêt de conifères, de feuillus, les contours d'une prairie, d'un glacier, sont aussi des informations qu'on va pouvoir renseigner dans OpenStreetMap. Les infrastructures et les réseaux de télécommunications, les réseaux d'énergie, les lignes à haute tension, les pylônes, les transformateurs électriques, comme dans la rue, ce sont aussi des informations géolocalisées qui ont leur place dans... Et puis, le bâti, les bâtiments avec leur architecture, leur typologie, sont dans OpenStreetMap. Donc ça, c'est la première catégorie d'éléments. Et quand on a ça, on peut déjà dessiner le squelette de carte. Mais à ça, on va ajouter tout un tas d'informations thématiques. Et en fait, on peut renseigner dans OpenStreetMap toute réalité observable sur le terrain et relativement pérenne, relativement durable. Donc, je vous ai mis quelques exemples thèmes qu'on peut renseigner dans OpenStreetMap. Vous allez voir que ces thèmes se chevauchent parfois. On peut cartographier dans OpenStreetMap tout ce qui a trait au transport et à la mobilité. Les voies ferrées, les lignes de bus avec leurs arrêts et tous les équipements qui permettent d'accéder à et Île-de-France Mobilité a travaillé par exemple récemment sur la cartographie de précision des gares en Île-de-France et 400 gares ont été cartographiées en haute précision en cartographiant les accès, les portes, les ascenseurs, les
guichets de distribution de billets et les posters, les quais et toutes les rampes d'accès qui permettent d'accéder à ces quais. Un des objectifs, une des thématiques sur lesquelles OpenStreetMap est pertinente, c'est l'accessibilité personnes en situation de handicap, personnes à mobilité réduite. Je veux aller depuis l'entrée de la gare jusqu'à mon quai. Quel chemin je suis en fauteuil roulant, ou encore les personnes déficients visuels pour lesquelles on va pouvoir renseigner les bandes tactiles, les signaux sonores et tous les repères qui peuvent être utilisés pour se rendre. On peut renseigner aussi dans OpenStreetMap tout ce qui a trait au commerce et aux services, les magasins, les restaurants et plus largement tous les services publics et privés qu'on peut trouver dans une ville ou dans un village. On ajoute à ça les équipements liés au tourisme et aux loisirs, donc hébergement, restaurant, mais aussi tout ce qui est parc de loisirs, équipements sportifs, terrain de jeu, aires de pique-nique, pour les personnes qui visitent et profitent du territoire. La culture et le patrimoine, donc ça va être les murs en pierre sèche, les bâtiments d'intérêt patrimonial, les musées, les médiathèques et tous les lieux de culture peuvent être décrits et renseignés dans les équipements publics. Et cette question des toilettes publiques, des points d'eau potable, du mobilier urbain, fait partie des sujets sur lesquels OpenStreetMap se détache aujourd'hui comme étant, parmi les bases de données disponibles, la meilleure, la plus exhaustive, la plus à jour. Effectivement, si vous cherchez un point d'eau pour remplir votre gourde ou des toilettes publiques, c'est une très bonne idée de regarder dans OpenStreetMap où, de par le caractère massif des contributions, il y a de fortes chances que les plus proches de vous aient été renseignés. Tout ce qui a trait à l'éducation, on peut renseigner dans tous les échelons d'école, les organismes de formation, les établissements de santé dans leur acception la plus large, le centre hospitalier ou clinique, au cabinet médical, avec toutes ces déclinaisons et spécialités, infirmiers, sages-femmes, etc., laboratoire d'analyse médicale, sont des données qui peuvent être décrites et tous les services champ social, d'aide à la personne, services dédiés à tel ou tel type de public sont également présents dans. Donc, ça fait une base d'informations et une diversité d'informations très très importante et c'est partie de ce qui va faire la richesse de ce projet. Et en plus de pouvoir renseigner toutes ces informations, chaque objet qu'on rajoute dans OpenStreetMap, on va pouvoir le décrire de manière très précise, très fine. Prenons l'exemple d'un restaurant. Un contributeur peut venir sur OpenStreetMap et dire que dans ce bâtiment se trouve un restaurant. Mais un autre contributeur peut compléter et dire quel est le type de cuisine servie dans ce restaurant. Alors qu'un troisième viendra et pourra répondre à la question de savoir si ce restaurant propose ou pas des menus végétariens. Et un autre encore pourra renseigner les horaires d'ouverture et les informations de contact pour pouvoir réserver dans ce restaurant. Et dire si ce restaurant est doté d'une terrasse, si elle est couverte, protégée contre la pluie. Et peut-être une association spécialisée pourra venir renseigner l'information sur tous les restaurants de son territoire de compétences, répondre à la question de savoir si ces établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, une association qui fait la promotion de la monnaie locale peut renseigner cet établissement des règlements en monnaie locale. Et donc, toutes ces informations microscopiques vont s'assembler
pour former une base de données très très riche dans l'exhaustivité des informations qu'on trouve à l'intérieur et très très précise dans la richesse des informations et la finesse de description sur chaque type d'équipement, d'objet. Mais alors, qui sont ces contributeurs OpenStreetMap qui renseignent 50 fois par seconde la base de données pour améliorer, préciser, compléter, corriger, mettre à jour? Eh bien, aujourd'hui, ce sont 9 millions de contributeurs qui sont enregistrés et qui participent au projet OpenStreetMap, répartis partout sur la planète. Tout le monde peut participer, tout le monde peut s'inscrire pour devenir contributeur à OpenStreetMap. Et on trouve une très grande diversité de contributeurs. On trouve parmi les contributeurs des écoles, des universités, des étudiants en cartographie, en urbanisme, en aménagement, en environnement, qui participent à OpenStreetMap sur leur domaine d'études. On trouve des associations ou des collectifs d'intérêt qui viennent enrichir la base de données. Une association de patrimoine, une association de promotion d'une langue locale. Les exemples sont très actifs pour venir renseigner dans leur langue locale sur leur territoire de compétence. On trouve de manière surprenante, parfois pour les personnes qui découvrent OpenStreetMap, des entreprises et des bureaux d'études qui sont vus à OpenStreetMap, des entreprises, des petites entreprises sur leur domaine d'expertise, mais aussi des entreprises parmi les plus grandes. Et on peut citer Facebook, ou TomTom par exemple, pour OpenStreetMap, ou encore France, Michelin, qui a sorti il y a quelques années le premier imprimé à partir des données OpenStreetMap. C'était le plan de la ville de Clermont-Ferrand. Cette carte est commercialisée comme les autres cartes Michelin dans sa version papier. Simplement, elle est construite avec les données OpenStreetMap. Donc, pour pouvoir construire cette carte, Michelin a fait un important effort de complément et de mise à jour de la base de données OpenStreetMap sur la ville de Clermont-Ferrand. Et suite au succès de cette initiative, a édité plusieurs autres cartes sur d'autres villes basées sur les données OpenStreetMap. Une collectivité, un territoire peut devenir contributeur OpenStreetMap. Une mairie peut parler OpenStreetMap sa base adresse pour faciliter l'efficacité de l'accès aux services d'urgence et de secours, aux services de livraison à domicile, ou encore le déploiement de la fibre, Internet à haut débit. Un territoire comme un peut s'appuyer sur OpenStreetMap pour donner à voir au monde entier son offre d'itinéraires de randonnée, d'itinéraires cyclables, de pistes de ski. Je montrerai quelques exemples illustrés. Un office de tourisme peut s'appuyer sur OpenStreetMap pour montrer la richesse de l'offre sur son territoire en termes d'hébergement, de culture, de loisirs. Et cette contribution peut se faire de différentes manières, mais elle peut aussi consister à une animation et un accompagnement de l'écosystème des socioprofessionnels du territoire pour les mettre en compétence de savoir décrire eux-mêmes leur établissement, leur restaurant, leur magasin de location de vélo, leur musée dans OpenStreetMap pour ensuite le donner à voir au monde entier. En bref, chacun d'entre nous peut devenir contributeur OpenStreetMap et c'est l'objectif de la démarche initiée par le Parc Jura aujourd'hui que de mobiliser des nouveaux contributeurs parce que sur un territoire comme celui du parc avec une faible densité de population, on a moins de contributeurs que dans une grande ville universitaire, dans une capitale européenne. Et donc, l'idée, c'est de motiver et de former
des nouveaux contributeurs pour avoir sur le territoire du parc du Haut-Jura des données plus complètes, plus à jour, plus exhaustives sur chacune des thématiques que j'ai décrites précédemment. Et alors, sur quoi s'appuient les contributeurs OpenStreetMap pour décrire le monde et pour enrichir la base de données? Une des sources de données qui était celle qui a surtout servi au moment du début d'OpenStreetMap, qui continue à être utilisée aujourd'hui, mais qui n'est plus la source principale, c'est des traces GPS. Donc, OpenStreetMap est né en 2004 à la suite d'un citoyen qui avait un projet pour lequel il avait besoin de données cartographiques. Il a demandé à l'Ordnance Survey, qui est l'équivalent anglo-saxon de notre IGN, de lui fournir des fonds cartographiques. Et ça lui a été refusé, ou en tout cas refusé à titre gracieux. Et donc, il a décidé de dessiner sa propre carte, puisque le fournisseur officiel de données géographiques refusait de à lui fournir. Et donc, pour ça, il a pris son vélo, démarré son GPS, parcouru les rues les unes après les autres et fait des relevés GPS de chacune des rues. Et s'est servi de ces relevés GPS pour dessiner les premières lignes OpenStreetMap. C'est comme ça qu'est né le projet. Aujourd'hui, la base de données OpenStreetMap contient une densité telle de données que, en tout cas, chez nous en Europe, un outil massivement utilisé pour contribuer à OpenStreetMap, on peut encore l'utiliser pour cartographier des sentiers de randonnée ou des pistes de ski qui sont ancrées dans la base de données. Et les relevés GPS continuent à être utilisés notamment sur des situations d'urgence dans des pays en voie de développement. Mais ce n'est plus la principale source de données. On utilise d'autres sources de données, notamment des orthophotos, donc des photos aériennes ou satellites, qui sont mises à disposition, qui ont été mises à disposition très tôt par un tas de contributeurs, de fournisseurs de données pour les contributeurs OpenStreetMap. Par exemple, Microsoft a autorisé les contributeurs OpenStreetMap à utiliser la photo aérienne Bing pour décalquer par-dessus la photo les tracés des rues, les contours des bâtiments. Et cela a contribué à enrichir la base de données. Et depuis de nombreuses années, l'IGN en France autorise les contributeurs à utiliser l'orthophoto avec une précision de 20 cm par pixel, donc c'est très précis, pour décalquer sur l'orthophoto tout un tas de données. Depuis 2021, l'orthophoto est disponible sous licence libre et utilisable par tout un chacun sans restriction aucune. Mais bien avant la publication de cette donnée, la mise à disposition de cette donnée par l'IGN, il y avait un accord entre la communauté OpenStreetMap et l'IGN autorisait les contributeurs OpenStreetMap à décalquer sur la photo aérienne pour enrichir la base de données. Une autre source qui utilise les contributeurs OpenStreetMap sont les données en open data, des données qui sont mises à disposition sous licence libre par des administrations, des collectivités, notamment en France, et plusieurs exemples de données open data qui ont été très utiles pour enrichir la base de données OpenStreetMap. Le cadastre, donc la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui gère en France la mise à jour du cadastre, a autorisé très tôt la OpenStreetMap à utiliser le cadastre pour faire des imports de routes et de bâtiments dans OpenStreetMap. Et c'est la principale raison pour laquelle aujourd'hui, si vous allez sur OpenStreetMap et que vous allez sur n'importe quelle commune de France, eh bien, vous aurez l'essentiel de la voirie et du bâti. Une grosse partie de ces données proviennent des imports qui ont été faits commune par commune du cadastre avec l'autorisation de la DGFiP. Et puis, il existe des bases de données sous licence libre, des bases de données open data. Le ministère de l'Éducation nationale fournit par exemple une base de données des écoles de France. Il existe au ministère de la Santé une base de données des pharmacies. Encore, la Poste met à disposition en open data une base de données de l'ensemble de ses bureaux. Et ces données sont utilisées pour cartographier les écoles, les pharmacies, les bureaux de poste. Dans le
le cadre de ce mouvement Open Data, et ça a été renforcé par la récente loi LOM, loi d'orientation sur les mobilités, les opérateurs de transport public ont publié en Open Data les tracés de leurs lignes de bus, de leurs arrêts. Et ces données, disponibles sous licence libre, sont également utilisées par les contributeurs OpenStreetMap pour décrire ces infrastructures de transport public. Enfin, et c'est aujourd'hui, je crois, la principale source de données utilisée par les contributeurs OpenStreetMap, sur terrain. Effectivement, le plus efficace reste de sortir de chez soi et d'aller sur le terrain, prendre des notes, prendre des photos, observer tel mobilier urbain, la description précise de tel abribus, est-il éclairé la nuit, est-il équipé d'un banc pour s'asseoir, d'un écran indicateur avec les horaires du prochain passage bus. Toutes ces informations peuvent être également relevées sur le terrain pour ensuite être ajoutées sur OpenStreetMap. Toute information qui peut être constatée sur le terrain et qui est pérenne peut être décrite à sa place dans OpenStreetMap. OpenStreetMap, je l'ai dit en introduction, est un projet libre et personnellement, c'est ce qui m'anime pour travailler sur ce projet. Un projet libre qui est sous une licence qui s'appelle la licence ODBL pour Open Database License. C'est une licence dédiée aux bases de données et qui permet de dire à tout le monde que les données sont libres et qu'elles sont réutilisables par tout un chacun sans restriction aucune. La licence est un contrat, un texte qui a valeur de loi et qui donne aux contributeurs et aux utilisateurs des données OpenStreetMap des droits, mais aussi des devoirs. Arrêtons-nous un instant sur le contenu de cette licence. Cette licence, ce qu'elle dit, c'est que de partager la base de données OpenStreetMap, d'en faire des copies par quelque moyen que ce soit. Il est légal de télécharger la base de données OpenStreetMap sur un serveur, de la mettre à votre tour Internet, de la copier d'ordinateur à ordinateur sur une clé USB ou sur tout autre média numérique pour en faire des copies. Il est également permis, sans restriction aucune, de créer tout type de contenu à partir de la base de données OpenStreetMap. Concrètement, ça va vouloir dire, et je montrerai des images tout à l'heure, qu'on peut utiliser OpenStreetMap pour dessiner des cartes, pour créer des applications, pour calculer des itinéraires, mais aussi pour créer des œuvres d'art ou tout autre type d'application qui n'existerait pas encore et qui aurait besoin de données cartographiques, de données géographiques. Enfin, on peut adapter la base de données OpenStreetMap, on peut la modifier, la compléter pour l'adapter à ses besoins pour un nouveau projet. Ces libertés vous sont accordées à condition de respecter trois choses exigées par la licence en échange de la liberté qui vous est offerte d'utiliser ces données sans restriction. La première clause à respecter, c'est la paternité. C'est l'obligation de citer l'auteur. En dessous de la carte dessinée avec OpenStreetMap, sur toute application utilisant les données OpenStreetMap, on apposera la signature les contributeurs OpenStreetMap, qui sont les auteurs, qui ont le nom collectif de l'auteur de cette base de données collaborative. La deuxième contrainte à respecter, c'est la clause copyleft. Copyleft, qui est un jeu de mots en anglais avec copyright, le droit d'auteur anglo-saxon, dont vous pouvez d'ailleurs remarquer que l'icône représente un symbole copyright inversé. En fait, le copyleft, c'est l'obligation qui vous est faite, on appelle ça aussi parfois l'hérédité de la licence, c'est l'obligation qui vous est faite, si vous faites une version modifiée de la base de données OpenStreetMap, vous rajoutez des informations dans la base de données OpenStreetMap, alors vous êtes tenu de partager à votre tour la nouvelle base de données, la base de données
sous la même licence, sous licence libre. Une base de données sous licence libre ODBL va engendrer toute base de données dérivée à son tour sous licence libre ODBL. Cette obligation de copyleft ne s'applique qu'aux versions dérivées de la base de données et pas à toutes les œuvres ou à toutes les productions que vous pourriez faire à partir de cette base de données. Si vous faites une carte, par exemple, à partir des données OpenStreetMap, vous n'êtes pas tenu de partager cette carte sous licence libre. C'est encouragé, c'est bienvenu, c'est conforme à l'esprit du projet, et ce n'est pas exigé par la licence. Enfin, les contraintes à respecter, l'obligation de préserver l'ouverture de la base de données. Ça signifie qu'il va être interdit par la licence de mettre des dispositifs de verrouillage sur cette base de données, ce qu'on appelle en anglais les DRM pour Digital Rights Management, ou MTP en français, mesures techniques de protection, sont les dispositifs anti-copie qu'on trouve par exemple sur les DVD qu'on emprunte à la médiathèque pour nous empêcher d'en faire des copies. Ce type de mesure de protection va être interdit sur la base de données OpenStreetMap parce qu'on souhaite préserver son ouverture et la liberté d'en faire des copies et de la partager. Ça, ce sont les conditions de la licence ODBL. Et pour appliquer en pratique cette obligation de paternité, de citer l'auteur, voilà la mention, donc je vous partagerai à la fin de la présentation le support de la présentation, et tous les mots en orange sont des liens vers des sites et des ressources pour en savoir plus. Donc voilà la mention à apposer en bas de toute carte ou rapport ou production, quelle qu'elle soit, fabriquée avec des données OpenStreetMap. On cite l'auteur, les contributeurs OpenStreetMap et la licence ODBL. Extrêmement riche, extrêmement diverse, une base de données mondiale. Et donc, pour décrire les objets, si on veut que cette base de données garde une cohérence et que un restaurant soit décrit de la même manière que l'on se trouve dans le Jura, à Barcelone ou à Varsovie, eh bien, on a besoin de se donner des standards pour décrire les objets. Et donc, dans OpenStreetMap, le mécanisme qui est employé, c'est le mécanisme qu'on appelle les tags ou étiquettes en français. On va apposer sur chaque objet un couple de mots, clé égale valeur, qui va permettre de le décrire. Mais prenons quelques exemples concrets, vous comprendrez beaucoup mieux. Voici par exemple un objet auquel on va coller l'étiquette Amenity égale restaurant. Amenity est une grande famille d'objets, ce sont tous les objets qui offrent des services. On a une catégorie particulière qui sont les restaurants. Et donc, cet objet, n'importe où dans le monde, sur OpenStreetMap, pour dire que c'est un restaurant, on va lui apposer l'étiquette Amenity égale restaurant. Et cette étiquette est en quelque sorte un standard qui permet de décrire un objet commun où que l'on se trouve dans le monde. Voilà un autre exemple, Amenity égale drinking water, qui décrit un objet qui fournit un accès à de l'eau potable. À ne pas confondre avec le Amenity égale fountain, qui a plus une vocation patrimoniale et ornementale, dont l'eau peut être éventuellement potable, et on pourra le préciser, mais pas nécessairement. On va trouver d'autres catégories d'objets, comme par exemple la catégorie historique, dans laquelle on pourra décrire un château, mais aussi tout type de vestiges et de bâtiments d'intérêt. Ou encore, dans les domaines des transports, la catégorie des aerial-way. Voilà un exemple d'équipement hors d'hiver. On va pouvoir décrire dans OpenStreetMap de manière précise et toutes les déclinaisons de transport par câble autres, tapis roulant, escalier, ont un tag, ont une étiquette pour décrire dans. Parfois, pour préciser le type d'objet, on va assembler plusieurs tags. Voilà par exemple un objet qui est de la famille des tourisme égale artwork, qui désigne une œuvre d'art dans l'espace public. Et une œuvre d'art dans l'espace public peut être une peinture, une sculpture, un mobile. Et donc, pour préciser le type d'œuvre, on va rajouter un deuxième tag, une deuxième étiquette, un tag égale graffiti,
C'est-à-dire que cette œuvre d'art est de type graffiti. Et cet assemblage va nous permettre de décrire n'importe quel objet observable dans le monde réel de manière très fine et très précise. Prenons l'exemple de ce banc public. On va lui apposer l'étiquette Amediti égale bench pour dire que c'est un banc. Mais avec le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure de contribution successive et itérative, un autre contributeur pourra rajouter l'étiquette Material égale wood pour dire que ce banc est en bois. Et encore un autre, backrest égale yes pour dire que ce banc est équipé d'un dossier. Un autre pourra rajouter la mention 6 égale 4 pour préciser que ce banc permet d'asseoir 4 personnes. Et c'est cette juxtaposition des étiquettes qui va permettre de décrire de manière fine et précise chaque objet du monde réel. Ces tags sont standardisés pour les principaux objets, un restaurant, un hôtel, un musée, une bibliothèque, un banc, un arrêt de bus, se décrivent de la même manière n'importe où dans le monde. Et donc, il y a un site internet, le Wikimap, sur lequel les contributeurs se coordonnent et se synchronisent pour décider quel tag va permettre de décrire quel type d'objet. Et puis, on a quand même une souplesse qui va permettre de créer à tout moment, lorsque le besoin s'en fait sentir, un nouveau tag. La création d'un nouveau tag peut être motivée, par exemple, par l'apparition dans l'espace public d'un nouveau type d'équipement, d'un nouveau type d'objet. Prenons l'exemple des bornes de recharge de véhicules électriques. C'est un type d'équipement qui n'existait pas il y a quelques années en arrière et qui aujourd'hui fleurit sur les trottoirs de nos villes. Eh bien, les contributeurs OpenStreetMap ont inventé, se sont mis d'accord sur un tag pour décrire une borne de recharge de véhicules électriques. Et ça, pour chaque type d'équipement, d'aménagement, de mobilier urbain qui voit le jour n'importe où dans le monde. On peut aussi vouloir créer des tags pour les besoins spécifiques d'un projet. Par exemple, on utilise beaucoup des tags pour faire référence à d'autres bases de données. Je vous parlais tout à l'heure des bases de données open data, des écoles, des pharmacies, des établissements de santé. Toutes les écoles dans la base de données de l'éducation nationale ont un numéro de référence qui permet de les identifier de manière unique. Bien, il est bienvenu de rajouter un tag de référence sur chaque école pour pouvoir renseigner ce numéro d'identifiant unique et ensuite pour pouvoir faire des croisements de bases de données, pour pouvoir rapprocher deux bases de données complémentaires. Imaginons par exemple la base de données OpenStreetMap avec la localisation des écoles et une base de données académique qui décrirait dans quelle école on fait un projet d'éducation à l'environnement ou un projet choral. Eh bien, ces deux bases de données ont les mêmes références pour les écoles. On va pouvoir les fusionner, on va pouvoir les rassembler et dessiner une carte des écoles avec en vert celles qui font de l'éducation à l'environnement et en bleu celles qui font des chorales. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. Si ce sujet des tags vous intéresse, je vous conseille d'écouter la conférence disponible sous licence libre en vidéo de François Lacombe, qui est un contributeur majeur en France. C'est un spécialiste des infrastructures de réseaux d'énergie et de télécom, mais c'est aussi un très fin connaisseur des mécanismes OpenStreetMap et il a fait une conférence spécialement dédiée à ce thème que sont les tags OpenStreetMap, dans lesquels il explique le processus par lequel les contributeurs OpenStreetMap se coordonnent, se synchronisent pour décider aux tags. Deux tags différents sont proposés pour un même objet, lequel sera au final retenu comme standard international pour décrire ce nouvel objet. Et alors, pourquoi faire une telle base de données cartographique? Eh bien, comme je l'ai dit, la licence de la base de données OpenStreetMap permet d'utiliser les données pour quelque usage que ce soit, sans restriction aucune. Donc, quelques exemples d'usage. On peut utiliser OpenStreetMap pour dessiner des plans et des cartes. Dans le jargon OpenStreetMap, ça des rendus. Un rendu, ça consiste à choisir certaines données OpenStreetMap, à choisir des codes, des symboles, des couleurs pour les représenter et à dessiner une carte de ces données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de données OpenStreetMap, aujourd'hui, elle a atteint une telle richesse, une telle densité d'informations, que si on voulait dessiner une carte qui représente
toutes les données présentes dans la base de données OpenStreetMap, la carte serait tout simplement illisible parce que les données se superposeraient, se chevaucheraient et ne seraient pas. Donc, faire un rendu consiste pour un objectif particulier à choisir quelles données on souhaite représenter et quel code graphique, quel symbole on se donne pour représenter ces données et à dessiner une carte. Je vous montrerai juste après quelques copies d'écran de différents rendus thématiques avec des objectifs différents en fonction des données qui ont été représentées. On peut utiliser, et de nombreuses applications web ou mobiles s'appuient sur les données OpenStreetMap, celle du vélo, l'application GeoVélo, une application pour calcul d'itinéraire et le guidage à vélo, s'appuie intégralement sur les. On peut utiliser OpenStreetMap pour calculer des itinéraires. Et je suis parti de Grenoble pour venir à l'Ajoux faire atelier. Je me suis servi d'un GPS dans lequel j'avais téléchargé au préalable les données OpenStreetMap pour calculer mon itinéraire. On peut utiliser OpenStreetMap pour analyser les données, comparer entre 10 plus grandes villes françaises la longueur de pistes cyclables mises à disposition ou la densité d'arrêts de bus. Chercher, comparer entre les quartiers d'une ville le nombre de services de santé accessibles à moins de 500 mètres d'un arrêt de bus, etc., etc. Vous l'aurez compris, la thématique et la nature des questions qu'on peut poser n'a de limite que votre imagination. On peut utiliser OpenStreetMap pour chercher, pour apprendre, pour s'amuser, pour créer de nouvelles choses. La seule limite est votre imagination. Venons-en maintenant à quelques exemples concrets. D'abord de rendus, donc de cartes dessinées à partir des données OpenStreetMap. Le premier rendu, on appelle le rendu par défaut OpenStreetMap. Vous verrez si vous allez sur le site principal openstreetmap.org et que vous zoomez sur le parc naturel régional du Haut-Jura. Ce rendu par défaut, c'est un exercice très difficile. Les contributeurs qui ont fait ce rendu ont dû se poser la question, les données les plus importantes qu'un utilisateur qui arrive sur le site pour souhaiter voir mise en évidence, voir affichées sur la carte. Donc, on voit sur ce rendu que sont affichés les principes, les autoroutes, les frontières, les rivières et les lacs, les forêts, les noms de lieux. Et puis, si vous zoomez sur cette carte, au plus vous zoomerez et au plus vous aurez des informations détaillées. Encore une fois, seulement une sélection parmi les informations possibles, parce que, notamment dans un centre-ville dense, si on affichait l'exhaustivité de tous les services, de tous les mobiliers, de tous les équipements, les frontières qui sont cartographiées à cet endroit-là, eh bien, la carte serait tellement touffue qu'elle en deviendrait illisible. C'est la raison pour laquelle on fait ensuite des rendus spécifiques, des rendus thématiques. Voici, par exemple, le rendu Open Topomap, qui est un rendu à la randonnée. Et par-dessus ce rendu, en rouge, la trace GPX d'une randonnée sur le du parc naturel du Haut-Jura. Donc ce rendu va mettre en évidence plus particulièrement les chemins, les pistes, les forêts. Et ce rendu a une particularité, c'est qu'il rajoute une information de relief, des courbes de niveau et des ombrages. Il faut savoir que les informations d'altitude ne font pas disponibles dans la base de données OpenStreetMap. OpenStreetMap ne renseigne pas l'altitude de chaque. C'est la raison pour laquelle, dans les crédits en bas de cette image, on cite les contributeurs OpenStreetMap, mais on cite aussi également une base de données qui s'appelle SRTM, qui est une base de données qui fournit l'altitude de chaque point du globe avec une précision suffisante pour pouvoir dessiner des courbes de niveau et des ombrages. Et donc, ce rendu est l'assemblage de données OpenStreetMap, données sélectionnées plus particulièrement pour leur intérêt pour la pratique de la randonnée. On va afficher les parkings, on va afficher les refuges, on va afficher les points d'eau,
on va afficher les pistes et les chemins. Donc, une carte spécialisée pour personnes qui pratiquent la randonnée. Voici un autre rendu, Open Snow Map, qui va toutes les activités liées à la pratique de sports d'hiver. Vous avez fait une sélection d'une zone pour laquelle vous pouvez voir à la fois des pistes de ski de fond, de ski alpin, et puis si on zoome, vous verrez que sont également décrits les remontées mécaniques et tous les équipements de ces stations dans leur moindre détail, avec également les informations de relief, parce que évidemment elles sont importantes, essentielles pour cette type de pratique sportive, et puis les points d'intérêt qui vont intéresser les skieurs. Et dans un tout autre registre, voilà une carte centrée sur la ville destinée au transport public. Cette carte, elle met en évidence la voie ferrée, la gare de Saint-Claude et les lignes de bus qui desservent avec sur chaque ligne de bus le numéro de la ligne, les arrêts avec leur nom, les parkings, les aires de covoiturage et plus généralement tout ce qui a trait à la mobilité par les transports publics. Donc, si un contributeur a renseigné ces informations dans la base de données OpenStreetMap, alors ces données apparaîtront sur ce rendu fait par des Allemands qui s'appelle OpenVCart. Et puis, dans un registre ludique, voilà une carte, voilà un rendu qui s'appelle le rendu Cassini, qui est donc une autre manière de donner à voir les données OpenStreetMap avec un rendu qui s'inspire des cartes d'un des premiers cartographes, Cassini, avec un graphisme qui est plutôt pensé à des cartes historiques. Et les noms de lieux représentés comme des baronnies. Voilà un projet que j'ai accompagné il y a quelques années sur la commune du Sex, dans la carte s'appelle la carte Sexy. La commune du Sex, c'est un petit village de 100 habitants qui est un beau départ de randonnée dans le Buèche. Et le maire avait besoin d'une carte à afficher sur la place du village pour les randonneurs qui sont de passage, pour leur indiquer où remplir leur gourde, où se trouve le départ du chemin, le café du village, etc. Et donc, on a renseigné dans OpenStreetMap de manière très précise, de manière exhaustive, l'ensemble de ces points d'intérêt, de ces informations, le toilette public, les bancs, les parkings, le café. Servi de ces données pour faire une carte sur mesure. Et la particularité de cette carte, c'est qu'elle est pyrogravée sur une planche de bois. On est allé dans un Fab Lab équipé d'une découpeuse laser. Et on a utilisé cette machine pour graver avec un faisceau laser sur une planche de bois qui permet d'avoir une carte exposée en extérieur et qui a adapté aux attentes d'une petite mairie de commune. Et puis, encore dans un tout autre registre, voilà une carte tactile qui a été faite avec les données OpenStreetMap et qui permet à des personnes déficientes visuelles de prendre connaissance de l'environnement, d'un lieu, d'un plan, simplement avec la pulpe des doigts, en touchant une carte en relief. Pour finir, voilà une carte à vocation purement esthétique. Ce petit globe, les bâtiments et les routes qui habitent correspondent à la forme réelle des bâtiments et des routes de la zone zoomée en bas à droite. Là, on est sur la commune de Chorges, un nouveau. Et si je déplace la carte, fera la structure, la forme des routes et des bâtiments affichés sur ce globe. Là, on est sur un projet à vocation graphique et artistique, mais c'est à nouveau une manière de consommer les données OpenStreetMap pour créer des nouvelles choses. Si je vous en parlais tout à l'heure, on peut utiliser OpenStreetMap pour calculer un itinéraire. Calculer un itinéraire en voiture, en vélo,
à pied, ça c'est relativement classique, mais on peut aussi calculer des itinéraires avec des possibilités infinies de personnalisation. Une entreprise a par exemple fait un calculateur d'itinéraire piéton qui vous permet de calculer un itinéraire en l'adaptant à votre humeur du moment. Ainsi, vous pouvez choisir 3 options au moment de calculer votre itinéraire piéton, soit un itinéraire en mode pressé, et dans ce cas, on vous proposera l'itinéraire le plus rapide, le plus efficace pour aller d'un point à un autre. Et vous pouvez aussi choisir, si vous êtes en vacances et que vous visitez la ville, l'humeur culture. Et dans ce cas, on vous proposera l'itinéraire qui maximise les bâtiments d'intérêt patrimonial devant lesquels vous allez passer. On va vous faire passer devant des musées, des œuvres d'art présentes sur l'espace public, des beaux bâtiments, des belles façades. Et si vous choisissez l'humeur nature, l'itinéraire qui sera calculé vous fera passer au maximum par des parcs, des espaces verts, des berges végétalisées. Et donc, c'est en utilisant toute la richesse des données OpenStreetMap qu'on peut parvenir à telle personnalisation sur les calculs d'itinéraire. Pour rendre la chose concrète, voilà la copie d'écran de mon GPS à l'ajout. Et donc, ça fait toutes les fonctions d'un classique de guidage GPS. Simplement, les données qui sont dans ce GPS sont les données OpenStreetMap. Et là, j'utilise une application libre qui s'appelle Osmand, OSM And, qui s'installe sur smartphone et tablette et qui vous permet, un des avantages de cette application, c'est qu'elle vous permet de télécharger chez vous avec votre connexion débit les données à l'avance et ensuite de pouvoir fonctionner sans nécessité de connexion Internet, en mode hors connexion. Donc lorsqu'on va dans une zone rurale ou de montagne, ça peut être pratique de pouvoir embarquer, ou à l'étranger, pouvoir embarquer à l'avance de l'endroit où on se rend et de pouvoir s'en servir pour trouver son hôtel, son restaurant. Enfin, extraire les données OpenStreetMap, on peut faire des requêtes sur les données OpenStreetMap avec un outil qui s'appelle Overpass Turbo. Je vais vous montrer 2 exemples. Un exemple où j'ai voulu requêter les points d'eau potable et un deuxième exemple où j'ai voulu télécharger la liste des écoles sur le territoire du parc du Haut-Jura. Voici une carte que j'ai faite sous le logiciel QGIS. J'ai affiché en fond un autre rendu OpenStreetMap que je ne vous ai pas encore montré, que j'aime bien utiliser en fond parce que c'est un rendu estompé, c'est un rendu pastel, et qui du coup est relativement discret et permet d'afficher par-dessus, en superposition, d'autres. J'ai téléchargé les contours du parc naturel du Haut-Jura que j'ai affiché avec un fond vert légèrement transparent. Et enfin, j'ai fait une requête pour demander de télécharger tous les points d'eau potable sur le territoire du parc du Haut-Jura dans la base de données OpenStreetMap et je les ai représentés avec ces petits pictos. Donc voilà un exemple d'utilisation qu'un utilisateur lambda peut savoir faire en quelques heures de formation et bien sûr déclinable sur tous les types de données que j'ai décrits précédemment, une carte, des restaurants, des musées, des chemins de randonnée, des etc., etc. Et puis, une autre requête avec un autre rendu. Là, j'ai demandé la liste des écoles. Alors, les écoles sont géolocalisées, bien sûr, hein, puisque OpenStreetMap reste une base de données. Et là, on va pouvoir récupérer ces données pour pouvoir les utiliser dans un tableur et pouvoir, par exemple, sélectionner, compter le nombre d'écoles primaires, maternelles, collèges et lycées sur le territoire du parc. Et pour chaque école, j'ai récupéré son numéro de référence, son identifiant dans la base officielle de l'éducation nationale, le type d'école et le nom de l'école. Voilà. Et ce type de requête peut se décliner à l'infini sur n'importe quel territoire et sur n'importe quel type de données présentes dans la base de données OpenStreetMap. Et puis, lorsqu'on fait des requêtes, en général, on s'aperçoit de données manquantes ou obsolètes ou pas à jour. Et donc, on a envie de devenir contributeur à OpenStreetMap. Et c'est aussi un des objectifs qu'on suit avec le parc, c'est de vous motiver à devenir contributeur. Pour devenir contributeur à OpenStreetMap, c'est très simple.
Il suffit de se créer d'abord un compte sur le site openstreetmap.org. Se créer un compte gratuitement. Il faut 3 infos pour se créer un compte. Un identifiant d'utilisateur, qui peut être soit votre nom, soit un pseudonyme que vous choisissez, un mot de passe et une adresse mail qui servira à la validation du compte. Lorsque vous créez votre compte, vous recevez un lien de validation du compte sur l'adresse email sur lequel il vous cliquez, après quoi votre compte est actif et vous pouvez contribuer à OpenStreetMap. Contribuer à OpenStreetMap, un peu comme il y a une diversité de rendus pour afficher les données OpenStreetMap en fonction de votre besoin, il existe une multitude d'outils en fonction de votre profil de contributeur et de votre objectif. Le premier outil, ID, vous allez sur le site principal openstreetmap.org et vous cliquez sur le bouton modifier. Exactement comme sur Wikipédia, vous allez sur openstreetmap.org, vous zoomez sur la carte, vous constatez une erreur, ce magasin n'est plus une boulangerie, c'est devenu un. Vous avez envie de corriger, vous cliquez sur le bouton modifier, vous vous identifiez avec votre contributeur et avec ID, vous allez pouvoir modifier l'information, mettre à jour l'information de ce boulanger qui est devenu un coiffeur avec les informations de contact, les horaires d'ouverture, l'enseigne, etc. de ce coiffeur. C'est un outil très adapté pour les débutants et pour des contributions simples. Il a comme avantage qu'il ne nécessite pas d'installation de logiciel sur votre ordinateur. Il fonctionne intégralement à travers un navigateur web. Lorsque vous cliquez sur le bouton modifier, vous avez la photo aérienne qui s'affiche en fond, les données OpenStreetMap qui s'affichent en filaire par-dessus, et vous pouvez modifier, ajouter n'importe quelle donnée. Un autre outil de contribution à OpenStreetMap est JOSM. J pour Java, le langage dans lequel ce logiciel libre est écrit, et OSM pour OpenStreetMap. On parle souvent de l'acronyme OSM. JOSM est l'outil expert pour contribuer à OpenStreetMap, le plus puissant. Un outil très efficace, si vous voulez. Il y a quelques années, j'ai exécuté un marché pour le département des Alpes-de-Provence qui consistait à intégrer dans OpenStreetMap tous les itinéraires cyclables routiers une quarantaine d'itinéraires à intégrer, tronçon par tronçon, et les aménagements autour des itinéraires, comme les tables de pique-nique, les points d'eau, les stations de préparation de vélo, etc. Pour manipuler une telle masse de données, JOSM est un outil qui peut être déroutant lorsqu'on l'exécute pour la première fois, et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à profiter des formations et des rencontres qui seront pour découvrir en étant accompagné la maîtrise de ces outils. OSM, le logiciel dont je parlais précédemment et dont je fais la capture d'écran pour calculer l'itinéraire depuis Grenoble, est aussi un outil qui permet de contribuer à OpenStreetMap. Il a l'avantage d'être utilisable directement en mobilité sur votre téléphone ou sur votre tablette. Il va servir pour des contributions simples, modestes, rajouter un point d'eau, rajouter un mobilier urbain, déplacer un arrêt de bus dont la ligne a été modifiée. Mais ça fonctionne très bien et c'est un logiciel libre accessible à tous. Strict Complete, c'est un jeu. C'est une application téléphone et qui va, de manière ludique, vous inviter à venir compléter, à venir enrichir les informations présentes dans la base de données OpenStreetMap. En fait, Strict Complete, vous le lancez, il va vous géolocaliser avec votre autorisation. Il va télécharger les objets OpenStreetMap présents dans la base autour de vous. Et pour chacun de ces objets, il va vous poser des questions qui vont permettre de compléter les informations. Des questions comme: cet arrêt de bus est-il éclairé la nuit? Quel est le type de revêtement de cette route? Asphalte, pavé, gravillon? Combien ce banc permet-il d'asseoir 2 personnes? L'eau de cette fontaine est-elle marquée comme étant potable? Et donc, vous allez constater sur le terrain, relever sur le terrain l'information, la réponse à la question posée, répondre dans l'application, et à chaque fois que vous ajoutez une information supplémentaire, eh bien, ça va venir rajouter un petit tag, une petite étiquette sur l'objet et compléter et permettre d'avoir du coup une base de données de plus en plus complète, de plus en plus exhaustive. Pour avoir testé ce logiciel dans des animations grand public, les médiathèques par exemple, j'ai pu constater
qu'il est tout à fait adapté avec un public notamment d'adolescents qui trouvent ça très amusant de parcourir leur village en répondant à toutes sortes de questions sur tout ce qui les entoure. Mais ce n'est que pour citer quelques échantillons, parce qu'il n'y a pas 5 outils de contribution à OpenStreetMap, mais plusieurs dizaines ou centaines d'outils différents possibles. Je vous donne ici quelques exemples. Osmose est l'outil de contrôle qualité des contributeurs OpenStreetMap. C'est un outil qui va toutes les nuits télécharger les mises à jour de la base de données OpenStreetMap et exécuter sur cette base de données tout un tas de contrôles, tout un tas de vérifications. Par exemple, rechercher les routes qui traversent un bâtiment sans mention de tunnel, ou les rivières qui sont traversées par une route sans pont. Et donc, ces informations sont susceptibles d'être une erreur ou une information. Et les contributeurs OpenStreetMap vont être invités à chaque fois à venir compléter, à venir décrire et plus précise leur environnement pour lever ces problèmes de qualité. Et donc, Osmose est un des outils qui permet aux contributeurs OpenStreetMap, plutôt contributeurs avancés, d'améliorer en permanence la qualité des données OpenStreetMap. Quelques outils pour aller plus loin, notamment dans le cadre d'une démarche comme celle proposée par le Parc du Haut-Jura d'animation territoriale. Et encore une fois, vous aurez dans la présentation les liens vers ces outils qui sont des outils web, donc accessibles en ligne, ouverts, libres et gratuits. Un premier outil, c'est un outil pour suivre les contributions sur un territoire. Donc, vous zoomez sur votre village, sur votre quartier, sur votre parc, et ça vous permet de voir sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, quelles sont les contributions qui ont été faites sur OpenStreetMap. Et donc, ça vous permet de suivre en permanence les contributions et éventuellement, si vous êtes une administration, une collectivité, un parc, d'aller vérifier ces contributions et éventuellement pouvoir discuter avec les contributeurs dont vous considérez qu'ils ont fait des erreurs ou des contributions. Dans le même ordre d'idées, un outil qui permet de trouver cette fois les contributeurs autour de chez soi. Avec des petits bonhommes. Chaque bonhomme correspond à un pseudo de contributeur. Et dans OpenStreetMap, il y a un système de messagerie interne qui permet d'envoyer des messages aux autres contributeurs. Et donc, ça permet de trouver des contributeurs autour de chez soi pour leur proposer de se rencontrer pour contribuer ensemble en réel, en présentiel. Quand on se retrouve à plusieurs pour contribuer à OpenStreetMap sur une thématique, sur une commune ou sur un quartier, ça s'appelle une cartopartie. Et c'est un type d'animation qu'on va aussi proposer avec le Parc du Haut-Jura, d'organiser des cartoparties sur le territoire du parc, c'est-à-dire d'inviter sur un temps d'une journée ou d'une demi-journée des contributeurs à se réunir dans un même lieu physique, contribuer ensemble à OpenStreetMap. L'idée étant que les contributeurs expérimentés pourront accompagner, pourront guider les contributeurs débutants, que les comme par exemple des photos qui auraient été prises sur le terrain ou des relevés de coordonnées géographiques d'objets qui manqueraient dans OpenStreetMap et qui nécessiteraient d'être intégrés. Enfin, un outil qui permet d'évaluer la fraîcheur des données. Donc, je sélectionne un type d'objet, par exemple les commerces, et ça va m'afficher des dégradés de couleurs en fonction de la date depuis laquelle ces données n'ont pas été mises à jour. Ça va me permettre d'identifier les commerces qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de 3 mois, plus de 6 mois, plus d'1 an, plus de 2 ans, plus de 3 ans. Et peut-être ceux qui n'ont pas été mis à jour depuis 3 ans, 2 ans, vont mériter de zoomer et d'aller vérifier sur le terrain si les informations sont toujours d'actualité, et sinon de relever les nouvelles informations pour mettre à jour les données. Donc voilà, tout un tas d'outils dont s'est dotée la communauté OpenStreetMap, la communauté des contributeurs OpenStreetMap, pour faciliter les contributions, pour faciliter les échanges entre contributeurs, pour faciliter le suivi des contributions et des données. C'est toute la richesse de cet écosystème qu'on vous propose de venir découvrir dans les formations
et les ateliers qui seront proposés par le parc dans les mois qui viennent. Et on vous donnera peut-être quelques détails pratiques juste après. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Et donc, cette présentation sera mise à disposition sous licence libre. Vous pourrez la télécharger, la partager, la revoir et surtout aller cliquer sur les différents liens qui peuplent cette présentation. Et puis, parce qu'on est très attaché à ça dans le monde du libre, je cite à la fin de ma présentation les auteurs de toutes les données que j'ai utilisées, de tous les rendus que j'ai utilisés. Donc ça, c'est la liste des rendus, avec à chaque fois le petit lien orange si vous voulez aller voir OpenTopoMap, allez voir OpenSMOMap, allez voir OpenVCarte. Vous pouvez cliquer sur ces liens rendus Cassini. Du coup, je cite les auteurs de ces œuvres, ainsi que des images et des photos qui m'ont permis de construire cette présentation. Avec donc la plupart de ces images proviennent de Wikimedia Commons, la médiathèque de Wikipédia. Je cite les auteurs et les licences et je vous donne les liens pour vous permettre de les retrouver. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais maintenant être disponible pour répondre à vos éventuelles questions que Thomas va me instruire. Merci encore. Juste avant de pas les poser dans le chat, je vous donnerai la parole pour un peu plus d'interaction maintenant qu'on a terminé, la présentation. Deux choses, je vais vous lancer là un sondage sur la visio. Pour deux choses, en fait, on va mettre en place des listes de diffusion. Alors, il va y avoir une liste de diffusion un peu générale pour voilà, vous donner un petit peu les différentes actualités qui vont arriver sur les prochains mois sur OpenStreetMap et les différentes animations. Donc, plutôt une liste de diffusion pour vous apporter de l'information. On va également mettre en place une liste de diffusion plutôt avancée où là, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur des questions, des besoins que vous auriez en particulier. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette liste pour ça. Et puis la dernière question du sondage, comme l'a dit Jean-Christophe, en fait, on va commencer à mettre en place des formations. Il y en a une qui arrive très bientôt. En fait, on fait une première formation avancée. Donc là, c'est vraiment que Jean-Christophe puisse nous former aux différents outils qu'il vous a présentés, donc à la fois des outils pour faire des contributions, mais également des outils pour utiliser les données OpenStreetMap. Donc cette formation, elle aurait lieu du 5 au 7 décembre. Donc c'est une formation qui aurait lieu sur 3 jours. Il y aurait 2 jours fixes qui vont nous permettre d'être formés par Jean-Christophe, je disais, à la contribution à l'utilisation d'OpenStreetMap, et un dernier jour optionnel, donc le 7 décembre, qui serait plutôt l'idée d'utiliser des cas concrets, voilà, vraiment avoir utilisé vos données ou vos besoins particuliers avec l'aide de Jean-Christophe, contribuer, je ne sais pas, sur des itinéraires de randonnée, recenser des lignes d'arrêt de bus sur vos territoires, voilà, vraiment toute possibilité possible. Donc je vais vous lancer le sondage. Ça va arriver. Hop. Et juste pendant que le sondage est envoyé, l'autre grand temps qui va arriver est une animation, grand public qu'on va faire à la Maison du Parc le 24 et 25 février 2023. Donc le 24 février au soir, il y aura une présentation de Jean-Christophe un peu sur la même base qu'aujourd'hui, mais plutôt orientée grand public. Là, l'idée est vraiment d'aller toucher les locaux, le grand public, les touristes pour vraiment leur apporter des informations sur OpenStreetMap. Et le lendemain, on organisera une première cartopartie au parc sur la journée avec 2 temps. Voilà, un temps le matin qui sera plutôt une cartopartie un peu poussée sur 3 heures et puis l'après-midi plutôt des échanges libres. Donc, si vous voulez y participer, voilà, Jean-Christophe sera là pour vous accompagner là-dessus. Et comme je le disais en préambule, en fait, au niveau du parc, nous, on se donne 3 ans là, pour lancer une dynamique autour d'OpenStreetMap avec d'autres formations qui vont arriver.
Donc, il y aura des formations plutôt à destination des socioprofessionnels. L'idée, là, c'est vraiment d'accompagner les différents socioprofessionnels dans l'utilisation des données. Par exemple, un gîte sur le Haut-Jura qui souhaite créer des points d'intérêt autour de son gîte, les itinéraires de randonnée qui seraient à proximité. Voilà, l'idée, c'est de les accompagner à travers des formations pour pouvoir produire ces cartes-là. Et puis également, on va avoir tout un travail le monde de l'éducation au sens large. L'idée, en fait, c'est de pouvoir aller former les différentes personnes du monde de l'éducation à ce qui est OpenStreetMap, un peu sur le même format d'aujourd'hui. Puis également de créer des supports pédagogiques qui pourront être réutilisés par la suite dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc là, peut-être, Jean-Christophe, peut-être dire que le OpenStreetMap est dans les différents. Effectivement, dans les programmes officiels de l'éducation nationale pour le niveau de seconde au lycée, figure depuis quelques années la compétence savoir contribuer à OpenStreetMap dans la discipline NSI, numérique et sciences informatiques. Parmi les compétences qui sont proposées aux enseignants de NSI à travailler avec leurs élèves, il y a savoir collaborer, contribuer de manière OpenStreetMap, ce qui montre, entre autres exemples, entre autres arguments, l'intérêt aujourd'hui à OpenStreetMap. Et voilà, c'est plutôt enthousiasmant qu'il y ait cette compétence dans les programmes du lycée, parce que ça veut dire que la prochaine génération à venir sera probablement plus compétente pour évoluer dans cet écosystème et avec ces outils. Mais avec ce que vous propose Thomas à travers le parc du Haut-Jura, eh ben, vous pouvez gagner du temps, et même si vos années lycée sont un petit peu en arrière, vous pouvez devenir contributeur et acquérir cette compétence voilà, dans les mois qui viennent. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a une première question dans le chat là. De Bruno. Bonsoir, je suis intéressé sur une thématique de continuité d'itinéraire cyclable. Existe-t-il des outils facilitant le recensement, voire la vérification? Mesurer les longueurs max de parcours cyclable continu. Sur la mesure en particulier des itinéraires, je n'en connais pas, ça n'a pas, mais je n'ai pas connaissance d'outils. Et si je devais le faire, je le ferais à la main avec QGIS, qui est donc un logiciel de SIG, Système d'information géographique, dans lequel on peut très facilement requêter les données OpenStreetMap. Une info que j'ai dans ma présentation, enfin, je n'ai pas parlé, c'est le rendu cyclo-SM qui est destiné donc à la pratique du vélo et qui donne à voir les pistes cyclables, les bandes cyclables, les voies vertes, les parkings à vélo, les magasins, réparation de vélo, etc. Ce rendu peut permettre d'avoir un premier aperçu graphique de la continuité des itinéraires cyclables. Ensuite, pour faire des analyses, je serais sûr des chercheurs n'aient pas fait des petits scripts en Python pour pouvoir faire ce type d'analyse, mais je n'en ai pas connaissance. En tout cas, il faudrait chercher un petit peu. Merci d'avoir été là. A priori, il y a les personnes qui sont en train d'écrire, on va attendre 2 minutes, au cas où que ça soit une question. Merci. Merci. Okay. De toute façon, voilà, on vous enverra toutes les infos par mail. On a les mails de tout le monde sur les différentes étapes. Là, c'était vraiment avoir une première présentation de ce qui est OpenStreetMap. Voilà, on sent qu'il y a une réelle possibilité là pour le parc, hein, pour le territoire, pour les différents partenaires. Une réelle utilité de pouvoir contribuer, puis surtout utiliser cette base de données. Voilà, on a pas mal de projets, d'exemples en tête. Donc voilà, c'était une première étape. On reviendra vers vous et n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Et cet écosystème OpenStreetMap est
extrêmement touffu et riche et foisonnant, et donc ça peut paraître complexe. Et donc voilà, il faut pas se laisser dérouter par ça. J'ai essayé dans ma présentation d'être un petit peu exhaustif et donc de vous parler plein de choses parce que je suis aussi assez passionné. Mais on peut commencer sur OpenStreetMap de manière très modeste et très simple, juste en allant sur le site openstreetmap.org, en allant voir les cartes qui sont proposées, les rendus qui sont proposés, en zoomant sur son village, en regardant les informations qui manquent, qui seraient obsolètes, en se créant un compte de contributeur et en allant mettre à jour un service ou un commerce ou un élément mobilier urbain. Voilà, on peut commencer à petits pas et mois ou années pour devenir expert, mais il n'est pas nécessaire d'être expert pour participer à la démarche qui vous est proposée là. Oui, à très bientôt, Yann, pour répliquer cette démarche sur le Vercors sur la thématique des mobilités, notamment alternatives à la voiture. Il n'y a plus de questions, c'est tout bon. Merci à tous. Ah ouais, on peut peut-être ouvrir les micros si on a de lire un petit. Ce que je trouve que c'est. Voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Ça s'enregistre. Rémi, normalement, vous devez pouvoir prendre la parole. Oui, oui, je voulais vous remercier pour cette présentation. Bon, je connais bien le parc du Haut-Jura, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques contributions, mais j'habite pas du tout j'habite en Normandie alors, donc, mais j'ai de la famille là-bas, enfin voilà, donc j'ai l'occasion de venir. Je voulais vous remercier donc pour cette présentation qui est très complète et très claire. Ce qui m'a fait venir vous voir, c'est en fait au niveau de l'organisation d'OpenStreetMap en France, comment est-ce que c'est organisé? Parce que moi, dans ma région, j'ai pas du tout de club, enfin, ou de groupe OpenStreetMap. Donc, je participe sur de la cartographie humanitaire depuis 2 ans environ. Donc, qui se trouve aussi dans l'est de la France, à Chambéry. Et donc, je voulais savoir, c'était juste une question un petit peu pour savoir s'il y avait, comme pour la cartographie humanitaire, des possibilités de travail à distance, de travail à distance à plusieurs, quoi. Et voilà, c'est parce que, bon, pourquoi pas contribuer dans le Jura, puisque vous êtes partant pour un projet intéressant. Donc moi, je suis partant aussi, mais est-ce qu'il y a possibilité de travailler sur, à plusieurs, enfin, il y a des partages de tâches ou des choses comme ça, je ne sais pas. Alors, pas organisé de manière formelle à ma connaissance, mais il y a quand même une communauté OpenStreetMap France qui est extrêmement dynamique et active. Hein. Donc, il y a une association OpenStreetMap France qui est Oui. le chapitre français de la fondation OpenStreetMap. Donc, qui a pour vocation d'animer la communauté des contributeurs. Cette association met à disposition un certain nombre de ressources. C'est par exemple OpenStreetMap France qui fait l'outil Osmose ou qui fait le rendu CycloSM. Et un forum qui est très très actif et qui permet d'échanger entre contributeurs, soit thématiques, soit des d'intérêt. Merci Laurent pour le lien vers le forum. Voilà. Donc, je pense que le forum est un excellent point d'entrée. Et sur le point particulier du Jura, je pense que les listes de diffusion qui ont été présentées par Thomas servent cet objectif. Donc, voilà. La liste de diffusion générale, c'est pour être prévenu des prochains événements, des formations, des rencontres dans le cadre de cette action sensibilité OpenStreetMap sur le territoire du parc. Et la liste de diffusion avancée, c'est vraiment un outil
qu'on veut mettre en place pour que les contributeurs du Jura puissent échanger entre eux. Donc voilà, les échanges, ça peut commencer par être à se dire, moi j'ai envie de travailler sur les itinéraires cyclables sur le territoire du parc du Haut-Jura, qui est motivé pour partager avec moi. Et donc du coup après, moi j'ai commencé à créer aussi sur le wiki OpenStreetMap une page parc naturel régional du Haut-Jura. Thomas pourra vous remettre ça dans un mail. Et donc sur cette page, j'ai commencé à référencer un certain nombre de ressources, un certain nombre de liens. Je mettrai aussi le lien pour télécharger la présentation de ce soir. Et l'agenda, on mettra l'agenda des prochaines rencontres qui seront planifiées. Et donc ce wiki, ça peut être aussi se coordonner entre nous et pour échanger voilà, des infos, des questions. Donc je pense que le forum et le wiki sont les deux principaux outils. Et après, votre question, votre intervention, effectivement, ouvre un champ que je n'ai pas du tout abordé dans ma présentation parce que je le maîtrise mal, mais qui est aussi énorme dans OpenStreetMap. C'est un groupe de travail qu'on appelle HOTS, pour Humanitarian OpenStreetMap Team, donc l'équipe OpenStreetMap humanitaire, qui fédère en fait tout un tas d'ONG comme Médecins du Monde, la Croix-Rouge et plein d'autres pour faire de la urgence dans des pays par des catastrophes naturelles, des guerres, des épidémies, etc. Comme très justement dit, une des associations très actives sur ce sujet-là, Carte ONG, est basée à Chambéry et propose de la contribution à distance, notamment à des photos aériennes sur des catastrophes. Voilà. Donc on peut tout à fait imaginer, en étant en lien à travers le forum, à travers le wiki, à travers la liste de discussion, qu'un contributeur qui est basé en Normandie travaille avec nous à améliorer la carte OpenStreetMap sur le du Haut-Jura. Ça me paraît tout à fait faisable. Voilà. Et puis ce média visioconférence, on essaiera aussi de le réutiliser lorsque c'est pertinent. Alors pour une cartopartie, ça me semble compliqué de mettre en place un lien visio, mais on va voir en début ou en fin un petit échange pour se coordonner et partager le travail. Voilà, ça c'est tout à fait possible. D'accord. Alors ouais, je vois des questions pour Manon et Eric. On a fait un enregistrement de la présentation, donc on verra que vous puissiez revoir ce que vous avez loupé. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Eh ben, merci à tous en tout cas d'avoir été présents et puis j'espère aux prochaines animations. Merci à vous pour la présentation. Merci, très belle soirée et à bientôt. Tout le monde, au revoir. Merci bien.